lo kange lo de nye den dra nye dra nam da ra sara ve chi nye den ga chi yin zi shi re ni je tu gra le bon zai kong da si pe zhen re ma re men tam dong ne che ze ve ro soi kun la pu je tar ze yin la chu je yong den song Rodrai che do nyamon nyilon leje cha do don se chin mare misre dungra nyugo chenye chenze raje nam dene ta chin sa ju dar sen yende lu zo ja se tu go chundra chodan chonye jeng da le mese jambe yong lai du Zedene cheche chenra öve zreche Dağlı demo men barab zrene Kadan denche yonglu dokwaye Loje pape nungwa zardu solo Namda zudum serce sa yeden Denze bamir linge benze Şerab yeden nungwe çögünsa Tumjun rove lama shaje Rigam sabe minru dambe su Remye lamje lobru trema jong Deshin rebu deshin kujin rebu terze be Yongze lama jubre che la indu Laso tan kazan Chedan jamgar luru taye Tenjuan de zamba pon jamgar luru taye ki Chenlai ge Tu tatayang chenlai jogu yewe Cui tenzo Shop zi jingay shubi yin Ta teren Xie yin ngue de lan ro sha yin Donc, hier, Khenpo Rinpoche a donné une présentation brève de certains événements qui se sont déroulés dans la vie de l'auteur du Trésor de connaissances. Le texte que l'on va expliquer, enfin du moins en partie, on ne va pas expliquer tout le texte. Et donc aujourd'hui, on va commencer l'explication du texte en lui-même. Jusqu'à maintenant, Khenpo a donné une introduction. Il a présenté notamment l'étude, la réflexion et la méditation, en bref. Et il a également donc donné une présentation de certains événements de la géographie de l'auteur de ces textes. Liu jepa Lakpa tingen zinjir Lakpa Shebe kaptela Gam Titempatela Nang seki Sarke Yidra wich son zegdu Now, Et en ce qui concerne la partie du texte qu'on étudie, qui est donc le chapitre 8 du Trésor de connaissances, et donc cette partie explique les étapes de l'entraînement au samadhi, à la concentration méditative. Et donc dans ce chapitre 8, il y a 4 parties principales. Nana thangpo te Tengen zin changmaki Tengen zin kunche Yidra wote Shilag nanjo re Shine sidu karisegi yoba Lakung segi karisegi yoba Tengo to chegi yin songde and Et en ce qui concerne le contenu de cette partie du texte, le chapitre 8, la première des 4 parties
c'est donc un exposé des étapes de la méditation de Shamatha et de Vipassana, ces deux méthodes de méditation étant le fondement de tous les samadhis, de toutes les concentrations méditatives. Jut sing tepe gangrim sheratu temba singedere. The second La seconde partie sur les 4 du chapitre 8 c'est la partie qui présente les étapes de méditation dans le véhicule des caractéristiques qui causent ces étapes de méditation dans le véhicule des caractéristiques qui causent l'obtention de la libération. Lam gamtong kare yimba rangyal luke lam gamtong kare yimba tenzo songdo. Shila Gikor. Shela korta tingen sing changme chi jin du shela kori yimba ba. So Donc, il y a le fondement de tous les samadhis qui est constitué des méthodes de Shamatha et de Vipassana. Et dans le contexte du véhicule des caractéristiques, cela concerne la tradition Shravaka et la tradition Pratyeka-Buddha. Et les façons dont les méditations de Shamatha et de Vipassana sont enseignées dans ces traditions, qui, comme on l'a vu, en ce qui concerne le nom de cette partie, ces méthodes causent ou permettent aux pratiquants d'atteindre la libération du cycle infini de renaissance dans les existences mondaines. Donc, la libération, ce niveau d'éveil, est atteint sur la base de ces méthodes dans la tradition Shravaka et la tradition Pratyeka-Buddha. then also in the same category. De plus, dans la même catégorie, dans la même partie, il y a le bouddhisme Mahayana. Et le fondement de tous les samadhis dans cette tradition concerne la division du Sutrayana dans le bouddhisme Mahayana, et cela inclut donc l'école Chittamatra, l'école de l'esprit seul, et l'école Madhyamaka. Then Sumpa, the Ming Karibote. Me yu zor chene temba sangidere. Ta de Chirtangi Shepa Ngagi Kapsu, Pöjigi Nala Kandishik to Gola. Ma pay chamin dotan. Pöyi nang la. Pöyi nang la, okay.
Pei de nam tanda de nyam pore. mare Che san da sum para. somebody songa dorje tepe gamram yu zor shepa chirtem be kaps. Then we have the third of the four. Ensuite, il y a la troisième partie sur les 4. Et cette partie est une présentation générale des mêmes étapes de méditation, c'est-à-dire shamatha et vipassana, mais dans le contexte des tantras bouddhistes. Donc encore une fois, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une présentation générale. Et cela concerne les pratiquants des tantras bouddhistes qui se focalisent principalement sur les aspects explicites de différents tantras bouddhistes. Et cela concerne donc les méthodes de méditation qui utilisent une focalisation spécifique. Et cela revient en fait aux méthodes de shamatha dans les tantras bouddhistes. Donc il s'agit ici des méthodes de shamatha dans les tantras bouddhistes. Et ensuite, il y a les méthodes de méditation où une focalisation explicite n'est pas présente dans la méditation. Et il s'agit là de la méditation de vipassana dans les tantras bouddhistes. Donc il est important pour ceux d'entre vous qui n'ont pas reçu ces explications auparavant de comprendre que les méditations de shamatha et de vipassana sont également présentes dans les tantras bouddhistes. Cette tradition qui est aussi appelée le mantrayana secret ou le vajrayana. Il s'agit de différents noms pour la même tradition. Then there is the fourth of the segments. Ensuite, il y a la quatrième partie qui est une présentation de la tradition des instructions clés et de ces étapes de méditation. Également dans le contexte des tantras bouddhistes. Gam nangwala tenne ne te yong tu de la minga song yo pre. Da kong namba soki menga re ruwa. Ya. Minga de sangje song yo te yug nang to ze kab yo re. Donc, il y a ces deux parties, les parties 3 et 4, et ces deux parties concernent les tantras bouddhistes. La première de ces deux parties concerne les instructions explicites qui sont données, et ces instructions sont explicites parce que ces instructions sont évidentes.
au niveau du texte où lorsque le maître enseigne le tantra bouddhiste en question, quel que soit ce tantra bouddhiste. Ensuite, il y a donc la seconde partie. Et cette partie également est en lien avec les tantras bouddhistes. Mais ici, les instructions ne sont pas disponibles explicitement. Le maître ne va pas donc prononcer ces instructions de manière explicite, ou ces instructions ne vont pas être explicites dans le texte lui-même. Il s'agit là d'instructions implicites. Et là, en fait, ce sont des instructions qui ont été données d'abord par le Bouddha Shakyamuni lui-même, le fondateur de cette tradition, la tradition des tantras bouddhistes. Dans notre ère, c'est lui qui a fondé les tantras bouddhistes. Et donc, ces instructions n'ont pas été données de manière explicite. En fait, le pratiquant doit s'être entraîné jusqu'au point où un progrès, où le pratiquant a bien progressé, et ce qui fait que ce pratiquant peut comprendre ces instructions. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas des grands Mahasiddhas du passé. Lorsqu'ils, après avoir fait des progrès, ils ont découvert, du fait d'avoir fait ces progrès, il y a eu un changement au niveau de leur état d'esprit. Leur état d'esprit est passé d'un état d'esprit mondain à un état d'esprit supramondain, du fait des efforts qu'ils ont fait en méditation. Et sur la base de cet état d'esprit, ces aspects cachés des instructions ont pu devenir clairs dans l'esprit de ces méditants. Et cette tradition, la tradition des instructions clés, est alors apparue. Donc là, ici, en fait, il y a donc un maître réalisé. Lorsque ces étudiants ont fait des progrès, le maître, donc, rend ces instructions disponibles aux pratiquants qui a fait des progrès. En français, c'est parfois traduit comme instruction orale, mais en fait, c'est pas toujours des instructions orales. Il y a parfois ces instructions qui sont présentes dans les textes. Et ces instructions, en fait, se révèlent elles-mêmes aux pratiquants qui a fait des progrès. On peut dire que ce sont des instructions qui sont secrètes en elles-mêmes, du fait que quelqu'un qui pratique les tantras bouddhistes mais qui ne fait pas beaucoup de progrès, ce pratiquant ne va pas être capable de découvrir ces instructions. Ou un maître réalisé ne va pas révéler ses instructions à un disciple tel que celui-ci, sachant que ce disciple, comme il n'a pas fait de progrès, ne pourra pas les comprendre.
minga singin de zo sanje ki zan ma song wa ji yinda ji ki lab de wa yin sanje ki song ma ba de ma re. Now, these keys Et ces instructions clés ont été données par le Bouddha Shakyamuni au départ. Donc, si quelqu'un se dit comme étant un enseignant des tantras bouddhistes et dit, et si cette personne dit qu'elle révèle des instructions clés, mais si ces instructions clés ne sont pas présentes dans les enseignements bouddhistes, alors ces instructions clés ne sont pas valides. Elles ne, parce que ces instructions clés ne sont pas présentes dans les enseignements bouddhistes. Donc si quelqu'un révèle des instructions clés mais qui ne sont pas présentes dans les enseignements bouddhistes, à ce moment-là, ce ne sont pas des instructions clés valides. Si quelqu'un révèle des instructions qui ne sont pas dans les enseignements bouddhistes, il s'agit d'instructions qui sont des instructions non bouddhistes et donc qui n'ont rien à voir avec l'enseignement du Bouddha. dengi singi de damnin dawachil kogu yusare de kotel takpa gagi yor wakta tong de yore kongi chale ergo ta korang hobby dawachire ko yinjo nombo chire yina takpa ko de dawjo de ye de la trochin lupa ge wang kur thik nang na yang ta ko de gamyon de semte takpa reshi ti daming shol shodo yo dengel tene luhipa ka o ta tende chindu tende korang samba de chine ta chang daming te ram la shepa tse te dranyen da drade dratela daming ke dratela shepa tse ki du ten de son te chi juk de ka la ganzam zambedo ko tene shinen rup no ta te shinen rup de tene lama de yashu do yas ta daning te ndenge korane dadi yong do do kupane yong do do charan lakpane yong do rede chindo takje tans chele je pa chi tang yong de chokpa chil tene ma do yong me ba chokpa singe de raji me be tan ko ne te la hu to pa gyule je so 제당 산제기 송네 신내데 빅바세직도 대고고여바 송샤요로 봐. 내가 난 신경 라통데 최 랍도 넘버는 제바 송어데. Let me think the English word. 디송요데 산제기 마송아 게마로와. 얘네 모터 용도 코랑 셈 차서 디게는 모터 제용도 고 밑반도 치기 위해서로 봐. Now there is an Indian. Et en fait, il y a un Mahasiddha indien du passé qui s'appelait donc Dengepa. Et avant de devenir un pratiquant des tantras bouddhistes, cet homme avait un hobby, un passe-temps, qui était donc de jouer du luth. Il adorait jouer du luth. Et à un moment, il est devenu le disciple d'un autre Mahasiddha indien qui s'appelait Luyipa.
Et donc Lu Yipa lui a donné des initiations et des instructions. Et donc Deng Genpa est alors devenu un pratiquant des tantras bouddhistes. Et donc quand Deng Genpa a appliqué les instructions qu'il avait reçues dans sa méditation, en fait, cela a été difficile pour lui, parce que son esprit était très rapidement préoccupé par son intérêt pour la musique. Il se rappelait très vite des sons qu'il produisait en jouant du luth, et donc il n'a pas fait beaucoup de progrès, et donc il est revenu voir son maître, et alors son maître lui a dit de changer sa focalisation et il lui a dit de se focaliser sur le son qu'il produisait en jouant du luth. Et donc il lui a dit donc de se focaliser de cette manière en un point. Et cela a été alors assez facile pour Deng Genpa de méditer de cette manière, parce qu'il était très familier avec cette focalisation. Et donc, avec le temps, sur la base de cette focalisation, il a pu parfaire sa méditation de shamatha. Il a atteint le plus haut niveau de shamatha. Cette méditation donc, où l'esprit reste dans un état calme sans aucune distraction. Et les instructions qui ont été données par Lu Yipa aux pratiquants Deng Genpa sont des instructions qui ont été enseignées originellement par le Bouddha Shakyamuni. Yul Kashela Migcho, Kashela Migmecho, San Songyo. If you perhaps. Peut-être que le Bouddha Shakyamuni lui-même, bon, on ne sait pas trop, mais peut-être que le Bouddha Shakyamuni n'a pas listé les notes qui résultent du luth dans le contexte de la méditation de shamatha. Peut-être, c'est possible, peut-être qu'il y a eu des étudiants qui étaient distraits par la musique, mais donc l'histoire ne raconte pas ça. Mais ce qui est important ici, c'est que la méditation de shamatha, c'est le fait de développer la capacité à maintenir une focalisation en un point, ce qui permet de se débarrasser des distractions. Et ainsi, donc, le pratiquant atteint un état de calme qui est libre de distraction. Et tout objet peut être utilisé dans ce but. Et l'effet qui résulte de l'utilisation d'une focalisation, c'est l'effet que le Bouddha Shakyamuni a enseigné lorsqu'il donnait des instructions sur shamatha. Donc le plus haut niveau de shamatha peut être atteint en utilisant toutes sortes de focalisations. Les instructions
qui indiquent comment utiliser la focalisation en question sont des instructions qui ont été données par le Bouddha Shakyamuni lui-même. Donc les instructions données par Lu Yipa ici à Dengepa, afin d'aider son étudiant à faire des progrès, sont parfaitement valides. Ces instructions ne dévient pas des instructions des instructions données par le Bouddha Shakyamuni. Il n'y a pas du tout de falsification ici. Et une fois que Dengepa a accompli cela, Lu Yipa lui a dit de continuer à méditer, mais là donc ensuite donc il lui a dit d'utiliser la méditation de Vipassana, la méditation de la vision pénétrante, afin que Dengepa puisse atteindre une réalisation de l'absence d'essence de toute chose. Et encore une fois, Lu Yipa a dit à Dengepa, lui a donné des instructions en lien avec la méditation analytique, qui est une des méthodes de Vipassana. Et donc il lui a dit de prendre la même focalisation qu'il avait durant Shamatha, et il lui a demandé de trouver l'origine des notes quand il jouait du luth. Est-ce que l'origine de ces notes, c'est le luth lui-même, ou est-ce que c'est les cordes du luth ou les doigts de la main qui joue du luth, etc. Donc Dengepa devait trouver les réponses à ces questions dans le contexte de cette même focalisation. Et encore une fois, comme c'était une focalisation qui était très familière à Dengepa, il a réussi à réaliser qu'il n'y avait pas de vraie origine ou de vraie source, qu'il y avait uniquement une rencontre synchrone de beaucoup de causes et de conditions qui, en interagissant, produisent les notes de musique. Et donc, de cette manière, Dengepa a atteint une réalisation de l'absence d'essence de toute chose. Donc, ici, dans le contexte de la méditation analytique, qui fait partie de Vipassana, il y a ces instructions clés, ou ces conseils, en lien donc avec la nature de toute chose, par rapport à ce qui est vraiment présent. Et en fait, il s'agit uniquement de la rencontre synchrone de nombreux facteurs et de l'interaction entre ces facteurs, ce qui a pour effet qu'une chose
se manifeste. Cette chose à laquelle on donne un nom. Et en fait, un individu ordinaire voit le résultat de cette rencontre synchrone de différents facteurs. Il voit cela comme une chose qui a une véritable réalité, alors que les instructions dans la méditation de Vipassana expliquent aux pratiquants que c'est une erreur. En fait, il n'y a pas une chose en tant que telle qui a une réalité véritable. Il y a simplement la manifestation d'une apparence qui provient de la rencontre synchrone de facteurs innombrables et de leur interaction. Et par conséquent, une véritable réalité n'est pas présente. 야가게 주친 속에 넘버 타르발라 지 지다 망쳐와 딘데게 맹아 때문에 조르수마 망부시다 요래 Nga dende, the instruction dende. 야 So, 이네 다 인스트럭션 자와도 상직성 동동도 so you have Donc, il y a donc ce qu'on appelle ces instructions clés, et il y a beaucoup de Mahasiddhas du passé qui ont atteint une réalisation sur la base de telles instructions. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que ces instructions, leur origine, c'est les mots du Bouddha lui-même. Il ne s'agit pas de l'invention, il ne s'agit pas d'une invention de ceux qui ont atteint ce niveau de Mahasiddha. Ces instructions proviennent du Bouddha Shakyamuni lui-même. a person who Une personne qui a une compréhension profonde et correcte de ces deux méditations, Shamatha et Vipassana, peut utiliser tout phénomène comme base pour sa méditation en conjonction, en lien avec des instructions clés. dende de kashigirinde sengindo sende shila da ngondura na lesongoma. 텐데레 테네 다 지당 실학 거는데 셰드 가시지 공나 양 가지바랑 룩서텔라 테네 당보 먼로 마치베 공라 실학은 난조 잔 셰 마쇼 데베서도치 Now, 땡긴 요사레데 때텐데 잔레 오마레 in general, En fait, le Khenpo a réalisé qu'il y avait une certaine mécompréhension qui se produit dans l'esprit de certaines personnes qui ont posé notamment des questions au Khenpo par rapport au rôle de la méditation de Shamatha et de Vipassana dans l'école Kagyu du bouddhisme tibétain. Il semble que certaines personnes pensent que dans l'école Kagyu, un pratiquant ne peut pas utiliser les méthodes de Shamatha et de Vipassana à moins que l'on ait accompli au moins une fois les préliminaires. Et ça, en fait, c'est une mauvaise compréhension.
here, Et ici, donc, on peut voir que Jamgon Control, dans son trésor de connaissances, dans le chapitre 8 de ce texte, qui expose l'entraînement au samadhi. Ici, donc, on voit que shamatha et vipassana, que les méditations de shamatha et de vipassana sont le fondement de tous les samadhis dans tout le système bouddhiste. the Kogogira. So, Donc, puisque les 4 pratiques préliminaires sont des méthodes qui permettent de s'entraîner au samadhi, la même chose s'applique aux pratiques préliminaires, que ce soit dans l'école Kagyu ou dans d'autres écoles du bouddhisme tibétain. Sungkin Sangye. Sanje jamgo control de sondo di jabjon te dok gomba ngendel sondo Now, Et Jamgon Control, dans le trésor de connaissances, dit que toutes les sessions de méditation dans toutes les traditions bouddhistes, à partir du chemin des Shravaka jusqu'au Vajrayana, où toutes les méthodes de méditation sont des méthodes de méditation qui soit se focalisent sur un objet de méditation, ou soit des méthodes de méditation où un objet explicite de méditation n'est plus utilisé. Et ces deux méthodes, l'une avec un objet explicite et l'autre sans objet explicite, correspondent à shamatha et vipassana. Donc, il n'y a pas une seule méthode de méditation qui n'appartient pas à l'une de ces deux catégories. Et ici, donc, Jamgon Control, dans son trésor de connaissances, l'affirme très clairement, et la source de son affirmation, c'est un sutra qui s'appelle le sutra qui éclaircit la pensée du Bouddha. Donc, cette affirmation de Jamgon Control est basée sur ce que le Bouddha Shakyamuni a lui-même dit. C'est pas quelque chose qu'il a dit et qui ne provient pas des paroles du Bouddha Shakyamuni. and Khenpo Rinpoche says, Et Khenpo Rinpoche a dit que durant toute sa vie d'études, de réflexion et de méditation, n'a jamais rencontré dans un écrit ou dans sa vie, il n'a jamais été en contact avec une instruction qui dirait que les méditations de shamatha et de vipassana ne pourraient pas être accomplies par quelqu'un qui n'a pas fait au moins une fois les pratiques préliminaires. Il n'a jamais entendu quelque chose comme cela,
ou il n'a jamais lu cela dans aucun écrit. Di na yang ngon ru koran shi la de ba. Ngönro Kuranya Shilaga Nana Dugre Mato, Ngönro Sinki Shilana Mandu Sud Yondo Kabumare. Now, the fourth Et donc en fait, les 4 pratiques préliminaires sont constituées des méthodes de shamatha et de vipassana. Et si l'on considère les tantras bouddhistes, et notamment la classe supérieure des tantras bouddhistes, qui est appelée la classe incomparable de tantra, là, les instructions hein, de la classe supérieure des tantras bouddhistes, ces méthodes, ici donc, là, il est nécessaire hein, que le pratiquant qui va utiliser ces méthodes, avant d'utiliser ces méthodes, le pratiquant donc doit avoir fini les pratiques préliminaires, mais il faut garder à l'esprit que la raison à cela, c'est que ces instructions sont extrêmement profondes et afin de protéger le pratiquant d'erreurs possibles, le pratiquant, il est dit au pratiquant qu'il lui faut purifier son état d'esprit. Il faut qu'il purifie son état d'esprit afin de ne pas faire d'erreur. Et donc, ça ne veut pas dire... Donc, voilà, c'est la raison, hein, c'est pas que... les méthodes de shamatha et de vipassana doivent être accomplies après les pratiques préliminaires. Dans la plus haute classe de tantra, il faut avoir fait les pratiques préliminaires parce que ces instructions seront extrêmement profondes. Et voilà. Et si l'on considère le tout début des pratiques préliminaires, qui est le fait de contempler les 4 pensées qui inspirent le pratiquant à se détourner du monde et de ses affaires, et au lieu de cela, au lieu de s'intéresser au monde, du coup il a envie du coup de se détourner du monde et de pratiquer le chemin. Et donc c'est assez facile en fait de comprendre hein, que lorsqu'on n'a pas contemplé les 4 pensées en question, c'est très difficile hein, de faire n'importe laquelle des pratiques bouddhistes, parce que une personne hein, qui n'est pas consciente des défauts du monde, de l'impermanence, et ainsi de suite. Lorsque ce pratiquant va utiliser différentes méthodes, il va être préoccupé par le monde, par différentes choses, et donc il ne va pas pouvoir faire de progrès. Donc c'est... Donc, sans s'être engagé hein, dans la pratique de la contemplation des 4 pensées, cela va être très difficile, voire impossible, hein,
pour le pratiquant de s'engager dans n'importe laquelle des pratiques bouddhistes. Point made is Ce qu'il faut savoir ici, c'est que voilà, pourquoi est-ce que je suis entré dans le chemin bouddhiste. Donc, en fait, chacun va bien sûr connaître sa propre situation, mais sûrement, donc, la personne en question est entrée dans le chemin vers l'éveil parce que elle a réalisé que le monde et les affaires du monde ne produisent rien d'autre que de la souffrance, sont de la nature de la souffrance. Et par conséquent, la personne en question essaie de trouver un moyen pour sortir de cela. Parce qu'il essaie donc de sortir des affaires du monde et de toute la souffrance qui en résulte. Et donc, parce qu'il veut sortir du monde, en fait, il va avoir un intérêt pour le chemin bouddhiste. Il va avoir un intérêt, il va développer un intérêt pour la libération de ces existences mondaines. De plus, une personne qui n'a pas considéré dans une grande mesure la nature impermanente de toute chose dans le monde, une personne qui n'a pas beaucoup pensé à l'impermanence, va facilement penser aujourd'hui je vais plutôt aller voir mes amis et passer du bon temps avec eux et je ferai cette méditation plutôt demain. Ce genre de choses se produisent très souvent chez une personne qui n'a pas vraiment pensé à l'impermanence et à ses effets. Et par conséquent, la vie de cette personne se poursuit comme cela et se finit sans que vraiment grand-chose ne se soit produit en lien avec le chemin vers la libération. Donc, les instructions qui sont connues comme étant les 4 pensées et qui permettent aux pratiquants de se détourner du monde et de ses affaires sont en fait des instructions extrêmement profondes, parce que si on réfléchit correctement à ces 4 pensées, alors on va voir l'importance de changer, et au lieu de se focaliser sur le monde et ses affaires, on va se focaliser sur le chemin qui mène à la libération. Et ces 4 pensées, j'ai oublié de dire, ces 4 pensées et la contemplation de ces 4 pensées sont des méthodes qu'on trouve dans toutes les divisions du bouddhisme. Dans le bouddhisme Theravada et dans le bouddhisme Mahayana et dans les subdivisions du bouddhisme Theravada et Mahayana. Ensuite, il y a le fait de prendre refuge dans les 3 joyaux pour la première fois et de s'engager dans les pratiques associées au refuge.
Et une personne devient bouddhiste ou une personne s'engage dans le chemin bouddhiste lorsqu'elle prend refuge pour la première fois dans les trois joyaux. C'est ce qui définit une personne bouddhiste. Si la personne a pris refuge dans les trois joyaux, elle est bouddhiste, et si elle n'a pas pris refuge dans les trois joyaux, elle n'est pas bouddhiste. 예. 람근주 공마마트라와. Then there is Ensuite, il y a le développement de l'esprit d'éveil qui est spécifique au bouddhisme Mahayana. 라니 도시 택별람 슈고고야르와. 왕슈. and then there are Et ensuite, il y a les pratiques telles que la méditation sur Vajrasattva. Et il s'agit d'une pratique des tantras bouddhistes, du fait que pour une personne puisse faire cette pratique, cette personne doit d'abord recevoir une initiation, l'initiation de Vajrasattva. 왕 탐식 된저 다 소다르 제제시 고고야르와. and once Et une fois qu'une personne s'est engagée dans ce chemin, elle doit maintenir les engagements les engagements des tantras bouddhistes, attentivement et soigneusement. Attentivement et soigneusement jusqu'au point où on est tellement soigneux dans nos actions afin de ne pas endommager ou briser l'un des engagements, l'un des samayas des tantras bouddhistes. On est aussi on est concerné par cela de la même façon qu'on est concerné par notre propre vie. Et ensuite, donc il y a la troisième pratique préliminaire qui est donc l'offrande du mandala, qui permet aux pratiquants d'accumuler un grand mérite. Néanmoins, encore une fois, durant cette pratique, il est nécessaire que le pratiquant maintienne une focalisation en un point. Donc, bien sûr, cette pratique est une méthode de shamatha. Ce n'est pas différent de la méditation de shamatha. C'est une méthode de shamatha. now if you give Si un pratiquant donné garde ce qui a été expliqué à l'esprit, il va comprendre que toutes les pratiques bouddhistes, quelles que soient les méthodes, appartient soit à la catégorie de shamatha, soit à la catégorie de vipassana. Ben desungdwa. Shine 가르세기 요르스나 mikpala sim tsekchikden zenba sungdwa. so shamatha Donc, la méditation de shamatha est définie comme étant la pratique où le pratiquant donc maintient la focalisation sur un objet de méditation
maintient donc maintient une focalisation en un point sur un objet de méditation. Et la définition de la méditation de Vipassana, c'est là, le pratiquant Nelum rogo, chue tenzo ke neluk de number she ne de dang, de chue chi gang tu mare song. is a meditation method c'est une méthode de méditation où le pratiquant discerne toujours la nature d'un ou de plusieurs phénomènes. Et en conséquence de cela, il va progressivement réaliser que toutes les choses, sans aucune exception, sont sans essence, insubstantielles et irréelles. Par exemple, number yeah so donc, en ce qui concerne l'état d'esprit mondain, l'esprit mondain voit une chose, par exemple, telle que cet étui à lunettes, et l'esprit mondain voit donc la chose dans ma main et pense immédiatement étui à lunettes. L'esprit mondain ne va jamais essayer de savoir si la chose en question a une véritable réalité ou pas. L'esprit mondain pense simplement au nom qui, à un moment donné, a été attribué à cette chose, et c'est la fin de l'histoire. Donc, l'esprit mondain est un esprit qui est... C'est un esprit qui pense uniquement au nom de la chose en question. Il ne pense pas à d'autres aspects de la chose, donc c'est un état d'esprit assez stupide, assez étroit. Et Khenpo dit, c'est vraiment un esprit très, très étroit, qui ne... C'est un peu un esprit à sens unique, en fait, qui est assez étroit, qui est très, très stupide. Si en fait on commence à considérer d'autres aspects, on va découvrir en fait qu'il y a plein d'autres aspects en lien avec cette chose, par exemple. Quelqu'un qui a un certain niveau d'éducation peut comprendre que cet étui à lunettes est juste une accumulation d'atomes et de particules subatomiques. C'est quelque chose qui est pas difficile à comprendre. C'est quelque chose qu'on apprend en classe de physique dès le plus jeune âge. Au moins dans cette partie du monde, tous les enfants savent que les choses sont constituées d'atomes et de particules subatomiques. Mais ce qu'on fait pas, par contre, c'est penser vraiment à cela. Et donc, une collection d'atomes et de particules subatomiques, cette collection
toutes ces atomes et ces particules en fait sont maintenus ensemble grâce à des forces qui sont présentes et qui les relient entre elles. Donc en fait, chaque atome en fait est dépendant des autres atomes dans cet amas d'atomes en fait. Ce n'est pas le cas qu'une particule donne naissance à une autre particule et qu'on arrive à un amas de particules de cette manière. C'est en fait les forces magnétiques de chacune de ces particules qui permet qui permet l'existence de ce conglomérat de particules. Sans les forces magnétiques des particules, ce conglomérat de particules n'apparaîtrait pas. Donc bien sûr, il y a plein d'autres aspects en lien avec ces forces et l'interaction entre ces forces. Mais par contre, on peut comprendre que la force magnétique de chaque particule permet en fait aux particules de rester entre elles, de rester associées, de former des conglomérats. Donc, l'esprit mondain voit une seule chose ici, c'est un seul étui à lunettes. Personne ne va voir cela comme une collection de particules. L'état d'esprit mondain ne va pas aussi loin. Personne ne va voir. L'esprit mondain voit uniquement la surface de cette étui à lunettes. Elle va juste penser que c'est une seule chose, mais l'esprit mondain ne va pas voir qu'il s'agit d'un conglomérat d'atomes et de particules subatomiques. Et si quelqu'un essaie de voir ce qu'est l'esprit lui-même, qui selon le bouddhisme est un phénomène immatériel, où il y a d'innombrables expériences de douleur et de plaisir dans le contexte de l'état d'esprit mondain. Et ici, encore une fois, la manifestation de ces sensations et de ces expériences provient du rassemblement d'innombrables facteurs et de l'interaction de ces facteurs. Donc, la pensée j'ai de la douleur, encore une fois, est une pensée ou une façon de nommer une sensation que l'on ressent. Par l'esprit mondain. Donc, le résultat, c'est juste quelque chose qui provient de l'esprit mondain. L'esprit mondain, en fait, ne va pas considérer ce qui a causé cette sensation ou cette expérience. Et c'est la même chose ici. Il y a d'innombrables facteurs qui se rassemblent dans le courant d'esprit. Et le résultat de cela, c'est une sensation de douleur, par exemple. So, Donc,
dans l'univers entier et dans tous les autres univers. Ce qui est expliqué dans les méthodes de Shamatha et de Vipassana, c'est il y a que ça qui est présent dans cet univers et dans tous les autres univers. Dans le contexte quand même hein, d'un pratiquant bouddhiste. On considère ici, dans l'univers et dans tous les univers, on considère ici hein, uniquement hein, les méthodes de Shamatha et de Vipassana. Donc, bien sûr, quelqu'un qui n'est pas bouddhiste et ne va pas considérer ces différents aspects. Ces différents aspects hein, sont uniquement considérés hein, par les pratiquants bouddhistes et en fait, sont les différents aspects hein, qu'un pratiquant bouddhiste doit développer. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Khenpo Rinpoche a un petit peu mal à la tête et donc on va arrêter là. Et avant de finir, il y a un petit message à vous donner. Donc tous ceux hein, parmi vous hein, qui ont des questions, donc s'il vous plaît, envoyez vos questions par email à Dakpo Kaguling. Vous allez trouver donc l'adresse hein, dans la présentation du stage. Et donc s'il vous plaît, donc envoyez vos questions à Dakpo Kaguling avant 9h du soir chaque mercredi. Et on vous demande de faire cela parce que les traducteurs doivent donc regarder les questions avant la session de questions-réponses et cela va permettre également hein, de gagner du temps. Au niveau de la session, on n'aura pas besoin de réfléchir aux questions pendant la session. Donc s'il vous plaît, donc envoyez vos questions le mercredi avant 21h. Et donc l'email hein, c'est dkl.traduction@dagpo.org, donc que vous trouvez dans la page de présentation du stage.